Bonjour à tous et on continue les redéballages des packs du cycle L'héritage de Dunwich avec aujourd'hui le pack du sang sur l'autel, le troisième pack de la campagne. Pour la classe gardien, la première carte c'est se préparer au pire, un événement qui coûte 1, très tactique donc on peut le mettre sur s'en tenir au plan, qui dit cherchez un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors moi je trouve que c'est une carte qui est quand même bien intéressante dans un deck de gardiens combattants, c'est-à-dire à peu près tous les decks gardiens. Vous avez la possibilité de chercher une arme parmi les 9 premières cartes de votre deck, c'est-à-dire en début de partie à peu près un tiers. Plus tard dans la partie, une plus grande proportion de votre deck pour une arme. Ça va être... Alors, déjà ça va être utile pour avoir une arme. Mettons, vous piochez votre main de départ, il n'y a pas d'arme, vous faites un mulligan, il n'y a toujours pas d'arme. Et vous pouvez jouer se préparer au pire. Alors évidemment, il faut l'avoir eu. Et si vous avez un deck avec une arme qui n'est qu'en un exemplaire, ou si dans votre deck il y a une arme très spécifique et que vous avez besoin de cette arme-là maintenant, c'est un bon moyen pour la trouver quand vous en avez besoin. Par exemple, Roland Banks, il a une arme comme carte signature, et dans un deck Roland, mettons en solo, vous allez peut-être avoir 2 fois la machette, une ou deux fois se préparer au pire, et le pistolet de Roland Banks. Ou à partir du moment où vous gagnez de l'expérience, que vous achetez de meilleures armes, vous avez peut-être, 2 machettes, un Colt 45 et le bar M1918. Et quand vous approchez de la fin du scénario, que vous allez avoir un ennemi difficile à combattre, vous allez vouloir votre arme qui peut faire jusqu'à 5 dégâts par attaque. Donc une très bonne carte. Alors évidemment, c'est la carte qui vous permet d'avoir une arme si vous ne l'avez pas piochée, mais encore faut-il piocher la carte qui vous permet de piocher l'arme. Donc une bonne carte, moi j'en mets, je dirais un exemplaire dans le deck. Alors est-ce qu'on le met sur s'en tenir au plan ? Peut-être en début de partie, peut-être en début de campagne, mais plus tard, quand on a de meilleures cartes tactiques, de meilleures cartes ravitaillement, je pense pas. Alors, vue perçante, dans ce pack, il y a une série de 5 soutiens permanents, de 5 talents permanents, donc un par classe, et les gardiens ont vue perçante, donc aucun coût, vu que c'est un permanent, c'est de niveau 3. Action rapide, dépenser ressources, vous gagnez plus en intelligence jusqu'à la fin de la phase. Ou action rapide, dépenser 2 ressources, vous gagnez plus en combat jusqu'à la fin de la phase. Bon, alors, de l'intelligence ou du combat sont les 2 compétences qui servent à faire avancer le jeu. Ça permet de trouver des indices et ça permet de combattre. À chaque fois, on gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc, si vous attendez à avoir 3 enquêtes à faire pendant la phase d'investigation ou 3 actions de combat, c'est bien, mais c'est quand même 2 ressources pour plus 1. Le talent, je crois que ça s'appelle entraînement physique, qui est dans la boîte de base, c'est dépenser une ressource pour 1 plus 1, mais qui marche seulement pour un test. Là, vous dépensez 2 ressources pour 1 plus 1 qui marche sur toute la phase. Donc, si vous faites 2 tests en utilisant cette caractéristique, ça revient au même. Vous avez un plus 1 pour le premier test, vous avez un plus 1 pour le deuxième test. Si vous aviez eu entraînement physique, ça vous aurait aussi coûté 2 ressources. Si vous faites 3 actions, vous dépensez 2, alors qu'avec entraînement physique, ça vous aurait coûté 3. Bon, le problème c'est que pour chaque test, vous avez qu'un plus 1. Donc si vous voulez vous donner un bonus confortable, si mettons vous jouez Roland Banks, il a de mémoire en intelligence, il a 3 de base, vous êtes dans un lieu, il y a 2 indices, il y a une valeur occulte de 3, vous allez vouloir être à 5. Donc si vous utilisez vue perçante, vous voulez vous donner un plus 2, vous dépensez 4 ressources, ok vous êtes à 5 pour toute la phase d'investigation, mais voilà vous avez payé 4 ressources pour espérer trouver 2 indices. Bon. Donc sur le papier, c'est bien. Évidemment, comme c'est un permanent, il y a l'avantage par rapport au talent non permanent, il n'y a pas à attendre de le piocher. Il n'y a pas non plus à payer la carte pour la mettre en jeu.
mais je trouve que quand même il faut avoir la certitude de passer tout son tour à faire ça. Du coup peut-être quand on a beaucoup d'investigateurs sur la table, parce qu'en solo, même chose que je dis à chaque fois, dans un lieu vous allez avoir 1 ou 2 indices. Donc vous espérez réussir à trouver les deux en faisant 2 enquêtes. Éventuellement, si vous faites un deck gardien solo, vous avez des cartes pour trouver les indices sans faire de test. Vous avez une lampe torche, vous avez preuve, vous avez scène de crime, vous avez, je crois que ça s'appelle interrogatoire. Du coup, est-ce que vous allez si souvent que ça vouloir avoir un +1 en intelligence sur vos 3 actions? C'est pas dit. Pour le combat, même chose. Vous jouez en solo, de temps en temps vous piochez un ennemi, et sauf quand on arrive à la fin du scénario, votre ennemi ça vous prend 1 action, 2 actions pour le tuer. Donc quand il y a plus d'investigateurs sur la table, des lieux avec 2 indices par investigateur, ça devient des lieux avec 8 indices. Si il y a 4 investigateurs sur la table, il y a plus d'ennemis, donc là peut-être que vous allez avoir dans un lieu 2 ennemis et que vous aurez besoin de 3 actions pour les combattre. Mais bon, je l'ai encore jamais utilisé, ça me convainc pas. Ça reste quand même cher. Alors maintenant, les chercheurs. Croquis absurde, c'est un événement qui coûte 2, très perspicacité. À jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, piochez 3 cartes. Moi je trouve que c'est très bien pour de la pioche. Il suffit qu'il y ait un indice, mais le chercheur on l'envoie là où il y a des indices. Pour 2, bon, ça coûte une action, c'est pas rapide. On pioche 3 cartes. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire. Dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, il y a la version de niveau 2. Désormais, elle coûte 0 et elle a exactement le même effet. Donc voilà, vous dépensez 2 points d'expérience pour l'inclure dans votre deck, et quand vous la jouez, ça vous coûte 2 ressources de moins. Je suis pas convaincu que ça nécessite 2 expériences. Oui, je suis pas convaincu que 2 ressources en moins, ça nécessite 2 points d'expérience. Si vous jouez avec Milan Christopher dans votre deck, 2 ressources, c'est 2 investigations réussies. Si vous mettez ça dans un deck Rex, 2 ressources, c'est les 2 tiers d'un cambriolage réussi. Moi je trouve qu'en chercheur, alors sauf si évidemment vous n'arrivez pas à déployer votre deck, mais en chercheur, vous avez la possibilité d'utiliser Milan Christopher, vous avez la possibilité pour Rex Murphy d'utiliser cambriolage, voilà, typiquement. Du coup, économiser des ressources, même si vous mettez cette carte-là, c'est peut-être pour avoir toujours 5 cartes en main pour études supérieures, mais même si vous utilisez études supérieures, qu'on verra juste après, votre chercheur, il va avoir en jeu, par exemple, une loupe, il va avoir peut-être la clé de Saint-Hubert, il va avoir peut-être Milan Christopher, il va peut-être avoir le tarot, chercheur, 4 de base, plus quelques bonus, études supérieures, ça coûte pas si cher que ça. Donc moi, l'économie de ressources, j'en vois pas, je suis pas convaincu par l'intérêt. Ah oui, donc dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit que c'est intéressant pour Roland. Ouais, éventuellement, Roland Bank, s'il a pas des masses de ressources, il pioche un peu, ouais. Enfin bon, je trouve que niveau 0, c'est bien, je m'embarrasse jamais à prendre la carte de niveau 2. Alors, études supérieures, donc c'est le talent permanent des chercheurs. Tant que vous avez au moins 5 cartes en main, études supérieures gagne. Action rapide, dépenser une ressource, vous gagnez plus d'en volonté pour ce test de compétence. Action rapide, dépenser une ressource, vous gagnez plus d'intelligence pour ce test de compétence. C'est génial. C'est permanent, donc on l'a toute la partie. Ça peut pas quitter le jeu. 5 cartes ou plus en main chez les chercheurs, c'est pas trop dur. Le pire des cas, vous pouvez utiliser l'action générique, piocher une carte, mais sinon vous allez avoir les croquis absurdes qu'on a vu juste avant. Vous pouvez éventuellement choisir de jouer, je crois que c'est l'assistante de laboratoire qui vous fait piocher 2 cartes quand elle arrive en jeu. Vous avez la carte signature de Rex qui vous permet de piocher autant de cartes que vous avez d'indices, maximum 5. Vous avez le vieux grimoire qui vous permet de piocher une carte parmi 3 sur le dessus de votre deck. Le documentaliste, quand il arrive en jeu, vous cherchez un livre dans votre deck, vous le mettez dans votre main.
vous avez nourrir l'esprit, vous avez plein de solutions pour avoir beaucoup de cartes en main. Et ensuite, pour une ressource, vous gagnez plus 2. C'est un très très bon ratio. Plus 2 en volonté. Alors, dans un deck Daisy sorcière, c'est pour avoir des sorts plus puissants éventuellement. Moi, j'ai jamais joué ce type de deck, donc voilà, j'évoque sans plus. Et plus en intelligence, évidemment, un chercheur va vouloir enquêter très efficacement. Et si on met ça dans un deck Rex, on note que Rex, il peut trouver un indice supplémentaire s'il réussit avec une différence de 2 ou plus. Donc, grâce à études supérieures, vous boostez ses chances de trouver un indice. Et même chose que chaque fois, même raisonnement que pour chaque carte, réussite avec 2 ou plus. Si il réussit grâce aux études supérieures, si il aurait réussi sans utiliser études supérieures, mais qu'il a utilisé études supérieures, le réussite avec une différence de 2 lui permet d'avoir un deuxième indice. Voilà. Donc si vous utilisez ça avec Milan Christopher, vous pouvez avoir un bilan de ressources neutres, vous vous donnez un plus 2, vous faites votre enquête, vous la réussissez, vous regagnez votre ressource. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une carte géniale. Faut simplement veiller à ne pas tomber en dessous des 5 cartes dans la main. Et il y a une carte, traîtrise, qui, si je me souviens bien, dit votre taille de main maximale est désormais de 3 et je crois qu'il faut faire 2 actions pour la défausser. Évidemment, c'est la traîtrise que je veux pas avoir dans un deck qui utilise beaucoup études supérieures, avec la faiblesse, j'ai dit traîtrise, je voulais dire faiblesse, avec la faiblesse qui dit défausser toutes les cartes de votre main, sauf une. Donc effectivement, si vous comptez beaucoup utiliser études supérieures, quand même, il est vivement conseillé d'avoir une ou deux solutions de pioche, comme ça, il y a un effet de jeu qui vous fait vous défausser de quasiment toute votre main, vous voulez vous repiocher vos 5 cartes très rapidement. Alors, j'ai vu une remarque, je sais plus où, c'est peut-être sur la page de la loupe de niveau 1. La loupe de niveau 1, elle coûte 0, elle est rapide, donc la posée ne prend pas d'action. Elle donne plus 1 en intelligence pour les enquêtes, et elle dit aussi action rapide, s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, renvoyez la loupe dans votre main. Donc, éventuellement, si vous êtes un petit peu limite, alors c'est pas idéal bien sûr, mais si vous êtes un petit peu limite sur votre taille de main, vous pouvez, une fois que vous avez fini d'enquêter dans un lieu, vous remontez la loupe dans votre main, vous vous déplacez dans un lieu dans lequel vous l'enquêtez, et maintenant vous avez vos 5 cartes en main, vous pouvez utiliser études supérieures. Mais du coup, vous pouvez pas utiliser la loupe. Mais c'est un petit truc auquel songer dans d'autres vidéos. Je pense que je serai amené à commenter le fait que la loupe de niveau 1, ça peut être une solution. C'est une carte qui, sans action et sans ressources, peut être en jeu dans la main, à partir du moment où il n'y a pas de ressources en jeu. Ça peut donner des combos assez amusantes. Voilà. Alors, carte truand. Loup solitaire, c'est un soutien qui coûte 1, un talent, limite de 1 par investigateur, donc c'est une limite en jeu, pas une limite dans le deck. Réaction, quand votre tour débute, s'il n'y a pas d'autre investigateur dans votre lieu, gagnez une ressource. Moi je trouve ça, si vous pensez avoir besoin de beaucoup de ressources, je trouve ça très bon. Vous en mettez 1 ou 2 dans le deck, moi ça m'arrive d'en mettre qu'un exemplaire. Si vous arrivez à poser ça au premier tour, ça vous coûte une ressource, ça vous coûte aussi une action. Mais ensuite, à chaque tour, vous aurez une ressource. Une ressource, ça va être par exemple un plus 1 à un test de compétence grâce à un talent. Voilà, si vous voulez jouer dans l'archétype du survivant friqué, si vous voulez jouer dans l'archétype du truand friqué, alors j'en ai parlé, je crois, dans ma vidéo sur Jenny Barnes et également dans ma vidéo, je pense, sur la dernière boîte de luxe qui est sortie, le cercle brisé. Et voilà, loup solitaire, ça vous donne une ressource par tour. Et c'est pas uniquement en solo, alors évidemment si vous jouez ça en multijoueur, ça s'activera peut-être pas à tous les tours. Mais si vous jouez en duo avec chaque investigateur qui se veut polyvalent, peut-être que le truand part dans son coin, sans avoir besoin de l'autre investigateur, et que du coup quasiment toute la partie sera toujours seul dans son lieu au début de son tour. Même chose si vous jouez à 3 ou 4, si
le truand est un polyvalent, vous avez un combattant, vous avez un enquêteur et vous avez un truand polyvalent, ça ne devrait pas poser de problème. Et même si vous êtes en duo complémentaire, vous avez mettons un truand pour l'enquête et un gardien pour le combat, vous avez toujours la possibilité, si le truand joue en deuxième, que l'autre investigateur quitte le lieu. Donc mettons le gardien, il fait sa première action de combat, il fait sa deuxième action de combat, l'ennemi est vaincu, le gardien n'a plus besoin d'être dans le lieu, il sort, c'est au tour du truand, il est seul dans son lieu, hop, il gagne une ressource. Alors, débrouillard, donc le talent permanent des truands, dépensez 2 ressources, vous gagnez plus 3 en intelligence pour ce test de compétence, ou plus 3 en agilité. Alors l'agilité, ça va être intéressant pour les truands qui ne se battent pas avec leur force, ou qui ne se battent pas du tout. Plus 3 en intelligence, ça va être intéressant pour les enquêtes. Donc, moi je trouve que c'est un talent qui va être très bon, sauf pour un truand qui est là pour combattre entre guillemets normalement, c'est-à-dire avec sa force. Et évidemment, comme ça ne donne pas de bonus de volonté, ça ne va pas protéger contre une bonne partie des cartes du deck de rencontre. Mais vous avez par exemple, vous utilisez Finn Edwards pour des enquêtes, il peut avoir un plus 3 pour s'évader, il peut avoir un plus 3 pour enquêter, pour peu que vous lui mettiez quelques cartes du genre faites une évasion, si vous réussissez l'évasion, il y a tel effet, vous infligez un dégât ou l'ennemi ne se redresse pas. C'est bien pratique. Quant au ratio, c'est 2 ressources pour un plus 3. Votre truand normalement a pas mal de ressources. Alors, vous pouvez jouer un truand friqué, encore une fois. Le truc, bien évidemment, c'est que le truand friqué, vous pouvez voir deux façons différentes de le jouer. Soit il gagne plein de sous et il dépense plein de sous pour se donner des bonus. Par exemple, Jenny Barnes, comme elle a 3 de partout, elle a débrouillard et elle se donne... vous lui mettez dans son deck débrouillard et entraînement physique, je crois. Ouais, de mémoire. Le talent de la boîte de base en gardien, elle a en jeu 2 cartes qui lui permettent de booster ses 4 statistiques au moment où elle en a besoin. Voilà. Mais il y a aussi la possibilité de faire un deck truand dans lequel le but, ça va être de conserver ses ressources. Ça va être plutôt si vous jouez avec les cartes de la boîte, le cercle brisé. Vous avez Astuce qui vous donne plus d'icônes d'intelligence et d'agilité si vous avez plus de ressources. Vous avez, je crois que ça s'appelle le pouvoir de l'argent. Vous avez... j'ai plus les noms en tête là tout de suite. Mais vous avez des cartes qui vont vous donner de bons bonus à condition que vous ayez un stock de ressources. Vous avez évidemment Dario El Amin qui vous donne plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence si vous avez 10 ressources. Donc voilà, faudra voir, est-ce que vous voulez avoir plein de ressources pour les dépenser ou plein de ressources pour les accumuler. Voilà, on passe maintenant aux cartes mystiques. La première, c'est Défiance. C'est une compétence innée qui a un icône libre. Avant de révéler un pion KO pour ce test, choisissez l'un des symboles suivants: crâne, cultiste, tablette ou tentacule. Enfin, tentacule, chose ancienne apparemment s'appelle. Ignorez les effets du symbole choisi lors de ce test, modificateur compris. Donc déjà, vous donnez un plus 1 à votre compétence. Vous allez choisir le jeton du chaos que vous avez le moins envie de piocher. Si vous le piochez, vous ignorez son effet. Donc là, éventuellement, ça arrive que ces jetons spéciaux aient un effet du genre -1 par... Je crois que dans le premier scénario de la boîte de base, le crâne c'est -1 par ghoul. Des fois, le jeton chose ancienne va avoir un effet: si un grand ancien est dans votre lieu, vous avez tel modificateur. Ou alors cultiste, ça va être -1 ou -3 s'il y a un ennemi cultiste dans votre lieu. Enfin bref, vous considérez vos possibilités. Vous dites avec Défiance, je me donne plus 1, j'ai 3 de base, j'ai 2 bonus, donc je suis à 5, je dépense une ressource pour passer à 6, je joue Défiance, je suis à 7, je joue en normal, l'échec automatique, ça me fait rater, le -4,
ça me fait être pile à la difficulté, donc je réussis. Tous les autres jetons purement numériques, je réussis. Mais sur ces 4 symboles spéciaux là, il y en a un qui actuellement me met un -5 et qui me ferait rater. Et ben je désigne ce jeton là, je pioche un jeton, et si je pioche ce jeton là, je l'ignore. Du coup, sans défiance, alors déjà, sans défiance, j'ai 6, et donc avec une difficulté de 3, j'ai dit. J'ai 6, donc avec une difficulté de 3, j'échoue sur le -4, sur ce jeton spécial et sur l'échec automatique. Je joue défiance, je désigne ce jeton spécial et maintenant je n'échoue plus que sur l'échec automatique. J'ai, grâce à une carte, divisé par 3 mes risques d'échouer. Si, alors évidemment c'est à garder pour les bons tests, mais s'il s'agit d'infliger les derniers dégâts à un ennemi, s'il s'agit de tuer un ennemi avant que dans la phase des ennemis il attaque, s'il s'agit de tuer l'ennemi de fin du scénario juste avant qu'on résolve la dernière intrigue du scénario, c'est quand même extrêmement puissant. Alors évidemment, ça va être pour les cas où vous vous moquez d'à peu près tous les jetons, sauf un. Parce que si avec défiance, vous êtes à +2 par rapport à la difficulté du test, eh bien vous allez échouer sur le -3, vous allez échouer sur le -4, vous allez échouer sur l'échec automatique, et vous allez échouer sur peut-être 2 ou 3 de ces symboles spéciaux-là, dont certains sont peut-être en plusieurs exemplaires. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ça peut être intéressant, c'est certains de ces symboles spéciaux. Alors déjà, ils ont souvent un modificateur négatif qui est loin d'être négligeable, du genre -3, -4, et il arrive aussi qu'ils aient un effet, si vous échouez à ce test, faites tel truc. Si vous échouez, vous prenez un dégât, si vous échouez, vous prenez une horreur, si vous échouez, redressez l'ennemi, il vous attaque immédiatement, et ben vous voulez éviter cet effet négatif, vous pouvez aussi désigner ce jeton-là. Donc une très bonne carte. Alors dans le pack Le Cœur des Anciens, on a le niveau 2. Toujours un icône libre et ça dit « Ignorez l'effet de tous les symboles, crâne, cultiste, tablette et choses anciennes lors de ce test, modificateur compris ». Bon ben là vous embêtez carrément pas à choisir à désigner celui qui vous pose le plus de problèmes. Ils sont tous ignorés. Voilà, je vois pas grand chose à dire d'autre, ça coûte que 2 expériences. Ça coûte que 2 expériences. Vous donnez un +1 à n'importe quel test, c'est un icône libre, et vous ignorez tous les symboles négatifs, sauf l'échec automatique. Pacte de sang. C'est un sort, c'est un pacte, c'est permanent. Placez une fatalité sur le pacte de sang, vous gagnez +3 de volonté pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Placez une fatalité sur le pacte de sang, vous gagnez +3 de force pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Alors, vous vous donnez +3 en volonté, ce qui va être très bon pour vos sorts, ou +3 en force, ce qui va être pratique si vous devez vous battre sans sort, c'est très bien. Par contre, vous ajoutez des fatalités. Ajouter des fatalités, ça fait avancer le jeu plus vite vers la situation la moins favorable. Du coup, c'est un truc à considérer attentivement. Faut pas prendre cette décision-là à la légère. Pas se dire, bon, je peux avoir un +3, je l'utilise. Ça va être une carte qu'on va pas hésiter à utiliser quand on sait que de toute façon, au tour prochain, l'intrigue avance. Par exemple, le seuil de l'intrigue c'est 6, il y a déjà 5 jetons intrigue, prochain tour, phase de mid, je rajoute le 6e jeton, et l'intrigue avance. Bon, étant donné qu'au prochain tour l'intrigue avance, peut-être que ce tour-ci, lors de mes 3 tests de volonté, je vais mettre à chaque fois un jeton fatalité sur le pacte de sang. Comme ça, prochain tour, on rajoute un jeton, fatalité, sur l'intrigue, on vérifie la limite, on a 9 jetons pour une limite de 6, l'intrigue avance. Donc, si on le joue comme ça, on va pas le jouer très souvent. Mettons que dans un scénario, vous avez 3 intrigues, vous allez le faire le tour avant que l'intrigue 1A avance, le tour avant que l'intrigue 2A avance, et l'intrigue 3A, vous voulez pas la faire avancer parce que peut-être que de l'autre côté de la carte, il y a vous êtes vaincu, point.
Et ensuite, quand vous regardez la résolution du scénario, c'est vous êtes vaincu et vous êtes tué. Ou alors vous êtes vaincu et vous prenez 2 traumatismes mentaux, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc ça peut être très négatif. Donc la dernière intrigue, faut y faire toujours très attention. Donc le pacte de sang tout seul, ça va être très bon, mais un nombre très limité de fois. Ensuite, si vous comptez utiliser beaucoup le pacte de sang, bah, vous pouvez, on va dire, jouer avec. Vous pouvez essayer de mitiger ces fatalités. Vous avez par exemple le rituel du clair de lune. C'est un événement qui coûte 0, sort perspicacité. Retirez toutes les fatalités sur une carte que vous contrôlez. Et bien voilà, vous utilisez votre pacte de sang, et à un moment donné, vous vous dites, vu les fatalités qu'il y a sur le pacte de sang, ça va faire avancer l'intrigue. Ça va faire avancer l'intrigue au prochain tour. Alors, ça coûte une action, hein. Vous utilisez une action pour jouer le rituel du clair de lune, vous retirez toutes les fatalités du pacte de sang, et l'intrigue avance de nouveau à son rythme normal. Donc maintenant, on passe de 2 tours pendant lesquels on l'utilise à fond à 4 tours pendant lesquels on l'utilise à fond. Le rituel du clair de lune, c'est un sort, du coup, avec l'initié aux arcanes, vous devriez avoir de bonnes chances de le piocher. Ça a le trait perspicacité, donc s'il y a quelqu'un autour de la table qui a mémoire eidétique, éventuellement ça peut être rejoué encore une fois. Donc c'est une solution. Alors par contre, comme pacte de sang c'est un permanent, on va pas pouvoir jouer sacrifice pour le défausser, pour se débarrasser de ses fatalités. Et à noter, Marie Lambeau, quand vous piochez son signe des anciens, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Éventuellement, Marie Lambeau, si elle utilise le pacte de sang, si elle pioche son signe des anciens, elle peut dire je retire la fatalité du pacte de sang parce que sur les autres soutiens, ça va être plus facilement gérable à coup de sacrifice ou tout simplement en laissant mourir les alliés comme les initiés aux arcanes ou David Renfield. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne carte que j'ai peu joué parce que je joue peu mystique, mais c'est une très bonne carte à partir du moment où on arrive bien à gérer le tempo. Et évidemment, il y a certains scénarios, il y a le set de cartes rencontre qui doit s'appeler... faudrait que je vérifie, je sais plus, chose ancienne ou fatalité. Enfin bref, c'est un set de rencontres qui est dans la boîte de base, et il y a notamment une traîtrise, elle dit ajouter une fatalité à l'intrigue en cours, cela peut faire avancer l'intrigue en cours. C'est typiquement la carte qui va faire complètement foirer votre timing. Vous utilisez le pacte de sang, vous mettez une fatalité, vous dites prochain tour je retire une fatalité du pacte de sang. Vous dites prochain tour je retire une fatalité du pacte de sang. Et tour suivant, vous piochez cette carte là, dont j'ai pas le nom en tête, ça vous rajoute une fatalité qui n'était pas prévue et l'intrigue avance. Alors comme l'intrigue avance, vous retirez toutes les fatalités de votre pack de sang, mais c'est trop tard. Oui, donc la carte s'appelle Antique Fléau et c'est dans le set Ancients Evils. Bon, ça n'a pas été traduit. Bref. Donc voilà, très bonne carte, mais comme toutes les cartes qui utilisent des fatalités chez les mystiques, faudra bien penser à ce que ça implique en termes de tempo. On passe maintenant aux cartes survivants. Se montre à la hauteur, c'est une compétence qui a 3 icônes libres, qui est innée, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Donc, si un écart d'au moins 2 entre la difficulté et votre valeur de base, vous vous donnez plus 3. Donc si vous jouez uniquement se montre à la hauteur, vous avez, mettons, une valeur de base de 2 alors que la difficulté est de 4, vous passez à 5 contre 4. Si vous n'utilisez que ça, ça va pas être assez. Mais ça compare la difficulté à la valeur de base, pas à tous les bonus que vous avez. Donc mettons que vous combattez avec une arme qui vous donne plus 1, vous avez une force de 2, l'ennemi a une force de 4, votre arme vous donne plus 1, vous pouvez jouer se montre à la hauteur, ça vous fait 3 plus 3, 6, 6 contre 4, c'est déjà plus intéressant.
Si vous jouez ça avec la hache d'incendie, même raisonnement, sauf que là, chaque ressource dépensée vous donnera plus 2. Donc, vous avez 2 de base, l'ennemi a 4, hache d'incendie, vous dépensez 2, vous êtes à 4, se montre à la hauteur, vous passez à 7, et ça vous donne de bonnes chances de réussir votre test. Donc en fait, alors déjà, ce sont des icônes libres, donc ça pourrait être appliqué à tous les tests. Ça va être intéressant chaque fois que vous aurez une compétence où vous avez une valeur basse mais que vous donnez beaucoup de bonus. Donc ça sera intéressant dans des decks cacher son jeu, parce que cacher son jeu vous donne plus 1 de partout. Donc de base, vous êtes à 2 en dessous, grâce à cacher son jeu vous n'êtes qu'à 1 en dessous, avec se montrer à la hauteur vous êtes à 2 au-dessus. Ça va être intéressant dans tous les decks qui se donnent des bonus passifs, et ça va être éventuellement intéressant dans tous les decks qui prévoient de rater qui envisagent de rater de peu. Si vous êtes à 2 en dessous, je reprends mon exemple 2 versus 4, vous vous donnez plus 3, vous passez à 5 contre 4, vous piochez un moins 3, vous êtes à 2 en dessous. Si vous êtes à 2 en dessous, vous jouez un chanceux, ça vous fait réussir. Si c'est une investigation, vous êtes à 2 en dessous, et vous jouez, regardez ce que j'ai trouvé, et vous avez 2 indices. Donc c'est une assez bonne carte pour se donner de meilleures chances de réussir le test, et également de très bonnes chances d'être dans cette petite fenêtre échec avec une différence de 2 ou moins. Évidemment, ça va aussi être très bon dans un deck Calvin Wright, parce que Calvin Wright, il a toujours des valeurs de base de 0. S'il a pris 3 dégâts et 3 horreurs, il est 3, 3, 3, 3, mais sa valeur de base, ça reste 0. Donc Calvin Wright, il pourra utiliser cette carte-là pour n'importe quel test qui a une difficulté de 2 ou plus. Voilà, ça peut être utilisé par Mintyfan qui rajouterait qui rajouterait un icône. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette carte-là. Dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, on a la version niveau 3. Alors, elle n'a plus que 2 icônes libres, mais elle dit « Attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base, se montrer à la hauteur gagne plus X icônes libres, X étant la différence entre votre compétence de base et la difficulté de ce test, jusqu'à un maximum de plus 3 icônes libres. » Donc, si la difficulté est supérieure de 1 à votre compétence de base, vous avez 3 icônes libres. Donc ça vous donne autant d'icônes libres que la carte de niveau 0, mais en exigeant un écart plus faible. C'est-à-dire que niveau 0, si vous avez une valeur de compétence de base de 2, que la difficulté c'est 4, vous donnez 3, vous passez à 5 contre 4, et là, vous pouvez dire ma valeur de base c'est 2, la difficulté c'est 3, je me donne 3. Du coup, je suis à 5 contre 3, c'est de meilleures chances. Et si vous n'utilisez la version de niveau 3, si vous l'utilisez dans les mêmes circonstances que la version de niveau 0, l'écart est de 2, du coup vous rajoutez 2 points d'interrogation, vous passez de moins 2 à plus 2. Et un maximum de 5 icônes libres, c'est énorme. Alors évidemment, pour avoir 5 icônes libres, ça veut dire qu'il faut que vous soyez à 3 en dessous. Donc vous avez par exemple, je sais pas moi, 2 d'intelligence, la valeur occulte du lieu, c'est 5. Et vous donnez plus 5, donc vous enquêtez à 7 contre 5. Ça vous garantit toujours pas la réussite. Mais ça va pouvoir se combiner encore une fois avec tous les bonus. Je sais pas, par exemple, vous utilisez le journal, vous n'avez pas d'indice, vous avez un bonus permanent de plus 2. Donc 2 de base, 5 de se montrer à la hauteur, 2 du journal, ça vous fait 9 contre 5. Là, quand même, vous devriez trouver votre indice. Et évidemment, ça va bien se combiner avec toutes les cartes qui vous permettent de repiocher un jeton ou de choisir un jeton parmi 2. Par exemple, avec Wendy Adams. Elle se bat, elle a un combat décisif à faire, elle se bat, elle a une force de base de 1, elle utilise, mettons, la batte de baseball, qui lui donne plus 2. L'ennemi a l'ennemi a une valeur de combat de 6, l'écart est de 5.
L'ennemi a une valeur de 4, elle a 1 de base. Donc ça fait plus 3, se montre à la hauteur lui donne plus 5, 1 plus 5, 6, la batte de baseball lui donne 2, ça fait 8, elle est à 8 contre 4, et si elle pioche l'échec automatique, là il utilise sa capacité pour repiocher. Voilà, donc c'est une très bonne carte pour un test difficile qu'on veut absolument pas rater. Vous avez ça en main avec chanceux, et voilà, ça devrait quand même vous donner de bonnes chances de réussite. Alors, le talent permanent des survivants, bagarreurs, pour une ressource, vous gagnez plus 1 en force ou plus 1 en agilité. Donc c'est clairement orienté combat, enfin, orienté, oui, soit plus 1 en force pour faire le combat, soit plus 1 en agilité pour éviter le combat. Alors il faut dépenser des ressources, les survivants vont pas forcément avoir beaucoup de ressources. D'un autre côté, peut-être que vous allez compter sur bagarreur pour justement vous retrouver en pénurie de ressources. Donc, vous avez votre deck survivant, vous avez en jeu cacher son jeu, vous avez en jeu Madame la Branche, vous avez une arme type batte de baseball, mettons c'est Wendy, je prends cet exemple-là parce que j'ai ses caractéristiques en tête. Wendy elle a une force de base de 1, sa batte de baseball lui donne plus 2, vous dépensez une ressource avec bagarreur, ça lui donne encore un plus 1, elle a 4 en force, elle a plus de ressources, ça active cacher son jeu, elle est à 5 en force pour cette attaque. Elle doit faire une deuxième attaque, Madame la Branche lui donne une ressource, elle dépense la ressource avec bagarreur, et elle a fait une nouvelle attaque avec une force de 5. Alors évidemment, dans un deck survivant fauché, vous avez vous avez l'âge d'incendie et bagarreur qui sont en compétition. Une ressource dépensée avec l'âge d'incendie, c'est plus 2 en force. Une ressource dépensée avec bagarreur, c'est que plus 1 en force. Mais bon, bagarreur, ça peut aussi vous donner des bonus pour l'agilité. Donc ça dépendra, vous pouvez éventuellement dire, bon je vais essayer d'abord une première évasion. Ça y est, l'ennemi est incliné, maintenant je peux l'attaquer tranquillement. Voilà, faudra voir si dans votre deck vous avez besoin de vous booster votre force. Si vous faites tous vos combats à l'âge d'incendie et que vous combattez en permanence, ça sera perdu. Si vous essayez en permanence d'esquiver, ça sera intéressant. Si vous faites un mélange des deux et que vous n'utilisez pas l'âge d'incendie, ça sera intéressant aussi. Donc, comme tous les autres talents permanents, c'est bon, il faut voir si vous avez les ressources nécessaires pour justifier les 3 points d'expérience. Alors, carte neutre, il y a la planque de niveau 2. Ravitaillement, ça coûte 0. Gagner 3 ressources et piocher une carte. Par rapport au niveau 0, ça coûte 2 expériences de plus et vous avez le droit de piocher une carte. Voilà, je suis pas trop convaincu. Moi, c'est assez fréquent que je mette la planque de niveau 0 dans mes decks. Je vais finir par la remplacer, mais j'ai encore jamais remplacé une planque de niveau 0 par une planque de niveau supérieur. En gardien, je vais remplacer la planque par toujours sur ses gardes, qui me permet de jouer 3 soutiens en une seule action avec une réduction de 1 sur chaque. Donc non seulement j'ai un bénéfice de ressources de 3, mais en plus j'ai un bénéfice d'action de 2. En truand, je vais essayer de jouer jour de paix, qui me dit vous gagnez une ressource par action effectuée ce tour-ci, y compris celle-ci. Donc mon truand, s'il a Léo des Lucas en jeu, il a une carte qui lui dit faites ça comme dernière action de votre tour, et ça vous rapporte 4 ressources. Si je joue, ce qui ne m'est encore jamais arrivé, donc, jour de paix, ça pourrait être 5, 6, certains arrivent jusqu'à 22 ressources en une utilisation, voilà. Donc, 2 XP pour piocher une carte, je ne suis pas du tout convaincu. Et c'était la dernière carte du pack, du coup, on peut résumer. Se préparer au pire, vous avez besoin d'une arme, vous n'avez pas d'arme, pour une ressource et une action vous allez chercher une arme, c'est très bien. Bon, ça serait mieux d'avoir directement votre arme en main. Vue perçante, plus 1 d'intelligence ou de force jusqu'à la fin de la phase. Idéalement la phase d'investigation, c'est bien mais ça coûte 2 pour plus 1. Il faudra être sûr de passer tout son tour à n'utiliser que cette compétence. Du coup moi je vois ça plutôt dans des groupes avec plein de joueurs et un gardien spécialisé.
Voilà, Mark Carrigan qui doit vider son Colt sur des ennemis. Il fait 3 attaques, pour peu qu'il ait un petit peu de ressources. Avant sa première action de combat, il dépense 4. Il a plus de en force pour ses 3 attaques. Mais bon, je l'ai jamais intégré dans un deck. Ça me semble trop dur à utiliser efficacement de façon régulière. Croquis absurde, vous piochez 3 cartes à partir du moment où il y a un indice. Ouais, ça coûte 2, mais bon, c'est toujours bon de piocher des cartes, surtout si vous utilisez études supérieures. Études supérieures, c'est génial, il vous suffit d'avoir 5 cartes en main, c'est pas trop dur à faire en chercheur, et pour une ressource, vous gagnez plus d'en volonté ou plus de en intelligence. Vous êtes encore meilleur en enquête, vous évitez vous résistez à une partie du deck de rencontre, donc c'est vraiment très bon. Loup solitaire, une ressource en plus à chaque tour à la condition de commencer son tour dans un lieu vide. En solo, il n'y a aucun inconvénient. En multijoueur, alors on pourra sûrement pas l'utiliser à tous les tours, mais il faudra penser ses déplacements, il faudra penser qui joue en premier pour maximiser cette carte. Débrouillard, plus 3 en intelligence ou plus 3 en agilité pour 2 ressources. C'est une carte géniale pour tous les truands qui vont avoir un style enquête et évasion lors des combats. Ou tout simplement enquête et combat avec l'agilité. 2 ressources pour un bonus de 3, c'est acceptable dans leur classe. Il faudra juste veiller, si vous prévoyez d'avoir un truand qui gagne plein de fric, est-ce que vous prévoyez de dépenser tout votre fric pour vous donner des bonus, ou est-ce que vous prévoyez de stocker votre fric pour tous les bonus passifs quand vous avez plein de ressources. Voilà. Défiance, vous annulez un pion KO pour un test, un pion KO spécial, vous l'annulez complètement, modificateur et effet. C'est génial, il faudra juste réserver ça pour les tests où un seul jeton vous donne un problème. Un seul jeton spécial vous fait échouer, mais très bon. Pacte de sang, plus 3, sans dépenser de ressources, plus 3 en volonté ou en force sans dépenser de ressources, parce que ça coûte des fatalités, c'est très bon, faudra juste, comme chaque fois qu'il est question de fatalité, bien penser à son timing. Se montre à la hauteur. Si vous êtes à 2 en dessous de la difficulté, vous vous donnez plus 3, ça fait que vous donnez une petite chance, mais comme vous comparez la valeur de base, votre valeur de compétence de base, il vous suffit à côté de ça d'avoir un petit bonus, et vous êtes facilement à 3 au-dessus de la difficulté, ce qui est la valeur que moi je cible sur un maximum de tests. Voilà. Vous êtes à 2 en dessous, votre arme vous donne 1 plus 1 plus 2, vous jouez se montre à la hauteur, si vous pouvez vous dépenser une ressource, et vous avez de bonnes chances. Bagarreur, plus en force ou plus en agilité, oui, c'est orienté combat, il faut avoir les ressources en survivant, soit ça sera une solution, on va dire, d'appauvrissement dans un survivant fauché, soit si vous dépensez peu de ressources mais que vous ne jouez pas un survivant fauché, vous direz les quelques ressources qui me restent, j'utilise là-dedans. Et planque de niveau 2, 2 expériences pour piocher une carte à chaque utilisation de la planque, je suis absolument pas convaincu, moi je ne l'ai jamais utilisé. Bon voilà, on a fait le tour de ce pack, c'était un peu plus long que ce que je pensais. J'espère que vous avez apprécié et d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine en tout cas, je devrais mettre en ligne la vidéo pour le pack suivant, aux frontières du visible. Voilà, allez, bonne journée, au revoir.